Maïdan réunit une grande diversité d'acteurs, à la fois d'acteurs politiques mais aussi d'acteurs citoyens. Le mouvement a commencé lui-même en tant qu'un mouvement citoyen, donc à l'initiative des représentants de la société civile, des militants de la société civile, mais aussi des journalistes indépendants. Et dans un premier temps, le mouvement étudiant était également extrêmement présent dans les premiers jours de la mobilisation. Ensuite, à partir du 10 décembre, les partis politiques parlementaires ont rejoint également cette mobilisation et ont essayé d'en assurer la direction, sans cependant avoir un mandat inconditionnel dans cette direction. Et donc ces trois partis, c'est d'abord donc le parti de Yulia Tymoshenko, Batkivshina, qui tout au long de la mobilisation était dirigé donc par Arseniy Yatsenyuk, puisque Tymoshenko se trouvait en prison. Ensuite, le parti de Vitaly Klitschko, Udar, et le troisième parti, Svoboda, de l'Ertiarnibok. Donc ces trois partis ont mis en place un état-major de la résistance qui essayait de coordonner les activités de Maïdan, le fonctionnement de Maïdan. Mais cette composante partisane n'est pas unique, puisqu'il y a aussi une composante civique extrêmement importante, un grand nombre de mouvements et d'associations qui préexistaient au mouvement ou qui sont créés même dans la mobilisation, ont pris aussi en charge les diverses fonctions, l'organisation des diverses actions en dehors du campement, le fonctionnement quotidien du campement, la préparation des repas, le logement, et d'autres tâches logistiques donc, pour assurer le fonctionnement du mouvement. À cet égard, on peut évoquer l'une des structures la plus connue, c'est les secteurs civiques du Maïdan, qui réunit à peu près 30 militants de la société civile, donc qui sont occupés de la logistique et du fonctionnement du campement, mais aussi de diverses actions en dehors du Maïdan. Il y a aussi des mouvements qui sont créés même dans la mobilisation, et je veux vous donner deux exemples. C'est notamment le mouvement des automobilistes, Automaïdan, qui a émergé vraiment dans la mobilisation, d'abord sous forme de patrouille dans la ville pour essayer de repérer les déplacements des forces de l'ordre et assurer de cette manière-là la protection de la place. Mais ensuite, ils sont impliqués également dans la logistique et dans le fonctionnement quotidien, amener des voitures alors que la police de la route bloquée, par exemple, a acheminé des repas ou encore des médicaments sur Maïdan alors que la police de la route bloquait les accès au site. Ils ont aussi initié une nouvelle forme d'action, c'est ces visites vers les résidences luxueuses des hauts représentants donc, du régime de Yanukovych, notamment les visites à Mejgir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les automobilistes ont été les premières victimes aussi de la répression ciblée de la fin du mois de décembre, puisqu'on a vu toute une série de procès au terme desquels ils se sont vus retirer, pour beaucoup, ils se sont vus retirer les permis de conduire. Et une autre peut-être initiative de ce type-là, c'est Euromaïdan SOS. Ce sont des défenseurs des droits de l'homme qui ont mis en place d'abord une hotline et ensuite tout un service d'assistance juridique aux victimes, mais aussi de recherche des personnes disparues, d'identification des personnes mortes, etc. etc. Donc on a vu qu'il y a énormément l'implication de la société civile est très importante, et donc cette composante civique est présente, très présente sur le Maïdan. Et enfin le troisième acteur très importants sont les citoyens eux-mêmes, qui sont également impliqués dans la mobilisation. Et j'ai déjà évoqué cette répartition des tâches entre les différentes composantes. Donc, d'un côté, les hommes politiques sont en charge de la négociation, mais leur mandat n'est pas inconditionnel, puisque la place a son mot à dire et peut faire changer donc de direction dans les négociations. Ensuite, les acteurs civiques qui s'occupent notamment donc, des questions logistiques, mais les citoyens, de par leur initiative privée, leur auto-organisation, ont énormément contribué aussi à la marche du mouvement, puisqu'ils ont pris en charge ce que j'appelle les routines quotidiennes. Ils ont assuré ces routines quotidiennes du Maïdan, des choses très simples, faire à manger, préparer des sandwichs, soigner, nettoyer, monter la garde, construire des barricades. Toutes ces choses peuvent paraître insignifiantes, mais elles sont extrêmement importantes également pour la marche du mouvement. Et donc ces routines du quotidien, prises en charge par les citoyens, ont également beaucoup pesé dans l'issue du mouvement. On entend souvent dans les médias russes que le renversement du régime de Yanukovych, c'est le fait de mouvements ultranationalistes, fascistes, voire même néo-nazis. Et même dans la presse occidentale, on a vu aussi cette inquiétude vis-à-vis de la présence de ces mouvements ultranationalistes qui auraient infiltré la mobilisation.
La présence des ultranationalistes est un fait indéniable dans cette mobilisation. Et il s'agit principalement de deux structures, deux organisations dont les objectifs sont la promotion de l'indépendance ukrainienne. Et il faut rappeler qu'elle est extrêmement récente, seulement 23 ans. Et le deuxième objectif, c'est la construction d'un État ukrainien fort, notamment dans l'opposition à la Russie, que les ultranationalistes soupçonnent de velléités impérialistes. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Crimée, on peut à certains égards leur donner raison d'ailleurs. Donc le premier mouvement, c'est le parti Svoboda, Liberté, qui a été mis en place au début des années 90 sous un autre label, le Parti social et national de l'Ukraine, mais qui a changé de label, donc qui a été baptisé Svoboda en 2004, et qui est entré en politique d'abord au niveau régional, dans les régions de l'Est de l'Ukraine, là où se situe l'électorat donc, de cette formation politique ultranationaliste. Et puis en 2012, Svoboda est entré au Parlement, puisqu'ils ont recueilli à peu près 10% de suffrages au niveau national, et ils disposent aujourd'hui de 36 sièges sur 450 au Parlement. Je dirais que Svoboda, de par son entrée au Parlement, s'est beaucoup parlementarisé et intégré les méthodes basées sur la négociation et la recherche d'un compromis. Et d'ailleurs, je dirais aussi que Svoboda les militants de Svoboda et le leadership de Svoboda sortent perdants de la mobilisation, dans le sens où tout le monde pensait qu'ils allaient incarner la radicalité dans la mobilisation. Or, ce qu'on a vu, ce sont d'autres acteurs qui ont pris en charge, qui ont assumé la responsabilité de ces actes les plus radicaux. Et Svoboda aujourd'hui est entré au gouvernement également, puisque son leader donc, a été en première ligne et a participé également aux négociations avec le président Yanukovych. Mais cette participation est minoritaire, ils ont reçu 2 portefeuilles, plus ministériels, 2 portefeuilles ministériels, plus un poste de vice-premier ministre, ainsi qu'un poste de procureur général. Donc ça, c'est pour le premier mouvement. Le deuxième mouvement qui, lui, à la différence de Svoboda, s'est créé dans la mobilisation elle-même. Donc c'est une sorte de structure parapluie qui s'appelle Secteur Droit, Pravi Sektor, et qui réunit toute une série d'organisations ultranationalistes, dont notamment Trizoub, fondée également en 1993. Le secteur droit et ses militants étaient présents sur le Maïdan dès le début également, puisqu'ils ont intégré l'une des 40 ceinturies du service d'autodéfense de Maïdan, et donc ont assuré toutes ces fonctions de sécurité du campement à diverses occasions. Et c'est également le secteur droit qui a revendiqué la responsabilité des actions les plus radicales au moment des affrontements du 19 janvier, affrontements qui ont eu lieu rue Grushevski et qui ont opposé les protestataires donc, aux forces de l'ordre. Le label de fasciste, pourquoi est-ce qu'on accole à ces ultranationalistes ce label? Les deux mouvements, tant Svoboda que le secteur droit, se revendiquent de l'héritage de Stepan Bandera, le leader d'une organisation des nationalistes ukrainiens, donc dans les années 20, 30 et même les années 40. Dans l'historiographie soviétique, Bandera est présenté comme le collaborateur de l'Allemagne nazie, donc un traître bien évidemment dans le cadre de l'URSS et de ses positionnements, ses relations avec l'Allemagne nazie. Sauf que pour les mouvements ultranationalistes, cette alliance avec l'Allemagne nazie de Bandera n'est qu'une action tactique, toujours dans cette opposition par rapport à l'URSS. L'URSS qui avait organisé un massacre d'Ukrainiens dans le cadre donc, de ces famines du début des années 30, où à peu près 3,5 millions d'Ukrainiens ont péri. L'URSS qui avait aussi envahi l'Ukraine occidentale à partir de 1939, et donc cette entrée des troupes soviétiques de l'armée rouge était vécue comme une occupation. Donc l'alliance pour les Ukrainiens nationalistes, militants de ces mouvements, l'alliance de Bandera avec l'Allemagne nazie n'est qu'une action tactique, effectivement, pour essayer d'obtenir l'indépendance qui avait été promise par les Allemands, mais qui n'a jamais été accordée finalement à l'Ukraine. Et donc le label de fasciste a été utilisé en URSS pour stigmatiser les collaborateurs, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a ressorti ce label de fasciste, donc appliqué au mouvement ultranationaliste et à leur référence à Stepan Bandera. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on ne peut absolument pas réduire le Maïdan donc à ces deux mouvements ultranationalistes, puisque, comme je l'ai montré, il y a une grande diversité d'acteurs. La mobilisation était acéphale et a réuni donc une diversité de mouvements, d'associations.
et aussi de citoyens. Et enfin, la radicalisation elle-même, et donc le passage, l'usage de la violence, ça a été le fait certes des ultranationalistes, mais aussi d'anarchistes, de membres d'autres mouvements d'extrême gauche, mais aussi de simples citoyens qui, dans une situation de blocage, mais aussi d'usage disproportionné de la violence à leur égard, ont considéré que ce recours à la violence est le seul moyen. Les réseaux sociaux ont été très importants dans cette mobilisation, tout comme ce fut le cas d'ailleurs pour le printemps arabe. D'abord, les réseaux sociaux ont relayé les premiers messages, les premiers appels à la mobilisation, puisque en effet le 21 novembre, qui est, juste pour rappel, c'est la date anniversaire de la Révolution Orange aussi, et c'est le jour où le gouvernement a décidé de suspendre le processus d'association avec l'Union européenne. Donc ce 21 novembre, plusieurs journalistes indépendants ont diffusé des messages sur Facebook ou Twitter, qui sont les réseaux sociaux les plus utilisés en Ukraine, appelant à la mobilisation donc, et à un rassemblement sur la place de l'indépendance, le Maïdan. La séquence ici, à cet égard, la plus connue, c'est ce message d'un journaliste indépendant, Mustafa Nayem, qui travaille pour une société citoyenne, Gramatske TV, qui a écrit le message suivant. Je réfléchis à descendre dans la rue. Si vous êtes plus de 1000 à aimer ce message, à aimer ce post Facebook, alors je descendrai effectivement dans la rue. Et en l'espace de très peu de temps, ce message a recueilli énormément de likes, ce qui a donc conduit à une mobilisation effective et à l'investissement de Maïdan par les protestataires. Ensuite, les réseaux sociaux ont constitué un puissant moyen d'information. Information d'abord sur les besoins du campement, puisque tous les messages et tous les appels à la solidarité pour tout ce qui est la nourriture, les médicaments et les équipements dont Maïdan avait besoin, tous ces messages étaient reliés également sur les réseaux sociaux et divers sites se sont créés ou diverses pages Facebook ou hashtags sur Twitter également pour relayer ce type d'informations. Ensuite, l'information était importante aussi pour mobiliser les citoyens. Je peux donner juste un exemple, mais il y en a beaucoup dans cette mobilisation. Dans la nuit du 10 au 11 décembre, lorsque les forces de l'ordre ont essayé d'évacuer Maïdan, initialement il y avait relativement peu de gens présentes, mais en l'espace de 2 heures, à travers les réseaux sociaux, les personnes présentes ont réussi à mobiliser les Kieviens, donc ils sont arrivés sur le site, et ce qui a permis à la protestation de résister donc aussi à cette attaque des forces de l'ordre. Ensuite, je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans l'autogestion citoyenne, dans l'organisation horizontale et l'autogestion citoyenne, puisqu'ils relayent, ils mettent en contact les personnes qui veulent faire preuve d'initiative, qui prennent elles-mêmes des initiatives et qui cherchent donc des soutiens et obtiennent soutien finalement à travers les réseaux sociaux. Il y a eu une multitude d'initiatives, notamment Jitlo de la Maïdan, le logement pour le Maïdan, qui mettait un lien, donc les Kieviens qui voulaient accueillir les protestataires venus de régions et ceux qui avaient besoin, qui cherchaient un logement donc, sur le Maïdan, les initiatives de covoiturage. Kiev est une grande agglomération et donc il y avait régulièrement des messages relayés sur Facebook. Je vais sur le Maïdan, j'ai 2 places de libre dans ma voiture, je peux vous prendre. Donc les gens se mettaient de cette manière-là en contact. Et peut-être le dernier élément sur les réseaux sociaux, c'est l'importance aussi des flux vidéo diffusés sur Internet. Puisque tant les professionnels que les amateurs pouvaient tourner des images directement sur les lieux de la mobilisation, au moment même des affrontements avec les forces de l'ordre, et les diffuser de manière instantanée sur Internet. On pouvait ainsi se trouver à Kiev, à Paris, à Berlin ou ailleurs, et donc ne pas être physiquement présent sur le Maïdan, mais voir ce qui se passait sur le Maïdan ou dans d'autres endroits, notamment au moment des affrontements rue Grochevski. Et à cet égard, je pense que ça a aussi rapproché la mobilisation et a permis de véhiculer un certain nombre de messages, de l'information sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est extrêmement important, la présence des journalistes est très importante en Crimée. Les journalistes sont directement visés en Crimée par les militaires russes, puisqu'ils savent à quel point l'information alternative sur ce qui se passe sur place est importante. Et d'ailleurs aussi sur le Maïdan, au moment des affrontements rue Grochevski ou dans d'autres moments de confrontation avec les forces de l'ordre, les journalistes étaient expressément visés, et notamment ceux des journalistes qui avaient la caméra et donc qui pouvaient diffuser en instantané les images de ce qui se passait sur le terrain.